de toute façon, ces annonces-là faisaient partie d'une flopée d'autres annonces. Il y a pas mal de gens dans le chat qui sont là, qui reconnaissent Prince, Reza. N'hésitez pas à mettre plein de trucs. D'ailleurs, si vous êtes abonné à RMC Sport 1, venez également sur le chat Twitch. On a un écran devant nous, on vous lit. On a vos réactions UFC 314 et UFC 315. Ce sont les grosses annonces qu'a révélé Dana White justement sur son compte Instagram, en vous criant dessus toujours en introduction parce que c'est important, c'est ce qui donne la pêche. On va regarder un peu les cartes qui nous sont proposées du côté de Miami déjà le 12 avril avec en main event la ceinture des moins de 66 kilos qui est remise en jeu. Donc Ilia Topuria, actuel champion, a abandonné sa ceinture pour potentiellement combattre dans une autre catégorie. On remet la ceinture en jeu entre Alexander Volkanovski, donc ancien champion et parmi les GOAT de la catégorie, qui malgré tout est sur 2 défaites de suite, face à Diego Lopez, qui est en fait le danger de cette catégorie, le Brésilien qui frappe fort debout et qui aime bien soumettre, qui est sur une très très belle série lui aussi, puisque c'est 5 victoires de suite, dans la même catégorie que William Gomis, qui lui va essayer de se frayer un chemin vers le top 15 prochainement. On a également 5 rounds, parce que maintenant c'est la mode, on fait des combats co-main event sans ceinture en 5 rounds. On aura Michael Chandler face à Paddy. Il y a quelqu'un en rédaction, je ne dirais pas qui m'a dit que c'était le Fraudico, donc le duel des fraudes. Je ne sais pas qui va assumer ses propos. Faut dénoncer. En tout cas, Prince n'est pas d'accord. Quelqu'un... On veut des noms, On veut des noms, bien sûr. Combat en 77 kilos, ça va être pas mal. Jeff Neal, qui est, qu'on appelle les mains d'acier, face à Carlos Prates, qui est un excellent boxeur et qui a la particularité de fumer des clopes après les peser. Ça, c'est pour toi, c'est les petits facts qu'on peut partager. Nikita Krylov contre Reyes, c'est pour faire évoluer la catégorie des moins de 93, dans laquelle on retrouve Oumarcy, que tu connais bien, Prince. On va en reparler tout à l'heure. Et un combat féminin chez moins de 52 kilos, la catégorie de Weili Zhang, avec Yan Xiaonan qui sera de retour face à Virna Jandiroba. Donc ça, c'est la carte de Miami. Elle est très sympathique. On va zoomer rapidement sur ce Volkanovski-Diego Lopez. Est-ce que tu trouvais que c'était le bon casting, Prince, voir Volkanovski qui se retrouve encore une fois à combattre pour on va dire sa propre succession indirecte, malgré les 2 défaites de suite, tu trouves ça juste ou de toute façon c'est l'UFC, c'est ce qu'il fallait faire? Après, moi j'ai une théorie dans le sens où, pour moi, tous les combattants qui ont été champions de leur catégorie, qui ont ultra dominé, quand ils commencent à perdre, c'est pas bon. Parce qu'en général, ils enchaînent les défaites. Ouais. Que ce soit lui, Adesanya, il y en a plein. Ousmane. Parce qu'ils ont tout fait en fait. Ils peuvent plus faire plus. Donc pour moi, ils devraient arrêter. Ah ouais, carrément. Ouais. Je suis d'accord. Là, toi aussi, tu penses ça? Ouais, je suis d'accord. Surtout que là, par exemple, tu parles de 2 défaites d'affilée sur les 2 derniers combats, mais on va dire sur les 4 derniers combats, il a quand même 3 défaites. Tu vois, donc là, il est en 26-4, mais il prend 3 défaites sur les 4 derniers combats. Ça tâche un peu déjà, sa fin de carrière. Il a 36 ans. Rappelez qu'il a eu 2 carrières. C'est un joueur de rugby, il me semble, à l'époque, en semi-pro, avant de passer au MMA. Donc, on le dit, le sport, il prend des choses au corps qu'on voit pas forcément visuellement, mais ça devient un peu compliqué. Il a une super chaîne YouTube, il prépare de la viande tout le temps. Voilà, c'est un petit fact à côté, tu vois, parce que moi, je suis un gros mangeur, je kiffe la nourriture. Et sa chaîne, elle est lourde de ouf. Ça se voit qu'il est passionné par ce qu'il fait, il kiffe. Tonton, reste à la maison, fais de la viande. Tu vois? Parce que voilà, c'est mieux qu'il arrête. Il y a un truc, les gens ils pensent très rarement, c'est la santé des combattants. Ouais. Tu vois, t'as énormément de combattants qui après, on leur balance des maladies, des Parkinson ou autres à cause des commotions cérébrales à 40, 50, 60 ans. Comme disait Prince, il a tout fait. Maintenant, c'est bon, la reconversion est possible. Et puis en plus, lui, il disait, moi, je suis presque dépressif en fait quand je combats pas. Il combat pas. C'est ça le piège. Ça veut dire que ils montent, ils battent tout le monde. Des fois même, ils font des revanches. Et au bout d'un moment, après, hop, ils perdent. Et après, ils enchaînent que des défaites. Ouais. Il y en a quelques-uns qui arrivent, entre guillemets, à revenir, mais ils sont peu. Et le problème, c'est qu'ils vont enchaîner des défaites. Et nous, on est attachés à ce combattant-là. Et au final, le voir perdre et reperdre, Ouais. Surtout que là, en plus, il y a eu quand même 2 KO assez violents. Le KO Islam Makhachev, TKO, ça commence avec ce kick, il y a le gros grand end-pound avec la tête sur le genou, là, donc ça fait très très mal. Derrière, il y a le gros KO que lui inflige Ilia Topuria également, donc il y a aussi ces séquelles-là. On va regarder un peu le profil du challenger, parce que Diego Lopez, c'est l'homme en forme de la catégorie, si on enlève Ilia Topuria. Donc, alors lui, c'est brésilien, mais en fait mexicain, donc faut pas chercher trop à comprendre. Donc il a le drapeau brésilien, mais il parle espagnol. Il est, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur 5 victoires de suite. C'est un gros finisseur, envoie 10 KO, 12 soumissions, seulement 4 décisions. Mais il a quand même des ouvertures, Prince. Je sais pas ce que tu en penses sur les derniers fights. Diego Lopez, il en a quand même pris des belles. Est-ce qu'il a le calibre pour être champion? Je pense parce qu'il est très très agressif. Donc, certes, il y a des ouvertures, il se jette beaucoup. Mais après, de toute façon, ça c'est qui tout double. Hein. Mais en général, quand tu jettes beaucoup et quand tu prends des risques, ça paye.
Mais après, je pense que face à Volkanovski, ça va être en sa faveur, dans le sens où Volkanovski ressort de 2 KO. Donc forcément, il va essayer plus d'être stratégique. Quand tu manges un KO, tu repars pas à la bagarre en général. Ouais. Donc lui, forcément, il va sentir le sang. Ouais. Et je pense qu'il va utiliser cette faille pour essayer de le finir. On va voir, Diego Lopez, en tout cas, ça peut être aussi un bon champion pour l'UFC. On sait que c'est un combattant que les fans adorent. Il y a cette coupe de cheveux, forcément. Quant à ça, c'était mémorable. Il y a ces short notice, tous ces combats acceptés. Et j'ai l'impression que c'est le combattant UFC qui est le plus invité bord de cage toute l'année. Je sais pas si tu regardes tous les événements, à chaque fois, tu as l'impression qu'il Il est tout le temps là. C'est incroyable. Même à l'UFC Paris, il était là. C'est lui et sa coupe, elles sont partout. Et là, on voit le combat face à Brian Ortega, combat qu'il avait fallu réorganiser et qui avait tenu ses promesses. Diego Lopez, c'est de toute façon le prospect qui montait le plus fort chez les 66 kilos. Maintenant, il va passer au test Volkanovski. Ça va être intéressant. On va enchaîner sur la fiche qui nous intéresse, c'est l'UFC 315, puisqu'on va parler de Montréal et de la carte sur laquelle on va retrouver Manon Fiorot, bien évidemment. Il y a eu changement. Il y a eu quelques petits changements. Il y a eu réadaptation de la catégorie avec notamment cette affiche pour le titre des 77 kilos. Je voudrais bien ton avis, Prince, là-dessus. Belal Mohamed va affronter Jack Della Maddalena. Intéressant parce que c'est peut-être le combattant dans cette catégorie qui a la meilleure anglaise de très loin. Franchement, il est incroyable. Et il a une anti-lutte de fou. Ouais. Donc, moi, je veux te mettre sur le grill. Est-ce qu'on a mis Della Maddalena pour faire perdre Mohamed? Parce que Mohamed, on sait que c'est un champion qui est un peu anti-commercial pour l'UFC. Et en plus, que Islam Makhachev, qui est champion dans la catégorie du dessous, ne peut pas affronter parce qu'ils sont potes et il aimerait bien cette ceinture. Donc, est-ce que tu penses que l'opposition, elle est bien choisie? Ben oui, parce que... en fait, le problème, c'est que... Il est pas assez attrayant, Belal Mohamed. Ouais. Ça veut dire que c'est un champion mal aimé et on peut lui mettre n'importe qui en face, et ben tout le monde sera pour celui qui est en face. Ouais. Donc c'est dommage pour lui parce que s'il a l'UFC, les champions, c'est pas pour rien déjà. Et après, moi je suis complètement fan de Maddalena. Sa boxe est incroyable. Ouais. Son combat contre Burns, il est fou, hein. En fait, il reste focus du début à la fin. Il te cible, il sait ce qu'il veut et tu peux faire ce que tu veux en face. Il va venir te chercher. Il peut se prendre des coups, tu peux le ramener au sol, il va tout faire pour gagner. Donc forcément, ça va être un beau combat. Donc on va voir ce qui va se passer, mais moi je pense qu'il va s'imposer. Hein. On va regarder, on va regarder des images justement de Della Maddalena. Alors on a dit sublime boxe anglaise, mais il y a un truc qui moi m'a surpris, c'est qu'il est quasi impossible de l'amener au sol. Et on va regarder quelques images, et je voudrais bien aussi ton retour là-dessus, Reza, n'hésite pas. En termes de boxe anglaise, tu vas me dire si on est proche de ce qu'on peut retrouver vraiment dans le noble art. Il y a une fluidité, changement de niveau, ça cogne très dur. Et franchement, en fait, même il fait partie des combattants qui m'ont fait me poser la question, mais est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas aussi un renouveau de la boxe anglaise dans le MMA? Parce qu'on parlait de Topuria tout à l'heure, là on peut parler de lui, on peut parler d'Aspinal chez les poids lourds. Il y a quand même des... Même du striking tout court au final. Hein. Ouais, hein. Parce qu'on rappelle, c'est quand même... T'as le droit au sol, t'as le droit au CAC, t'as le droit au striking. Et puis notamment, si t'as un bon striking et des bonnes défenses pour les amener au sol, si tu sais défendre un double leg ou des trucs comme ça, tu t'en sors quand même assez bien, je trouve, dans la cage, parce que tu vas toujours ramener le combat au milieu. On va pas réussir à te mettre au sol, tu défends le takedown, on revient au milieu. Et puis à la fin, c'est toi qui mets les points. Donc que tu sois en 3 rounds ou en 5 rounds, c'est toi qui vas scorer. Et tant qu'entre guillemets, t'arrives à gérer ce côté-là du combat, bah, t'es à peu près safe. Comme tu disais tout à l'heure, Belal, il n'est pas trop aimé malheureusement. Donc je ne sais pas si ça ne fait pas bonne pub non plus pour l'UFC, en mode à chaque fois on envoie un Terminator pour essayer de le malaxer et lui enlever la ceinture. Mais je pense que Belal, il peut peut-être nous surprendre. Ouais. Tu vois, parce que je ne pense pas qu'il va abandonner la ceinture aussi facilement. Donc je pense que c'est un gros 50-50 pour ma part le combat. Et on sera devant la carte pour regarder ça aussi, ouais. Déjà, il nous avait surpris avec Edouard. Je pensais pas qu'il allait s'imposer. Je pensais pas non plus. Je pensais pas non plus, ouais. Depuis qu'il a mis KO Sean Brady, je pense qu'il y a eu un tournant dans sa carrière. Et il a commencé à surprendre tout le monde. Et là, on comprend mieux le surnom Remember the Name de Belal Mohamed. On re-regarde rapidement, parce que c'est sur cette carte-là qu'on va retrouver Manon Fiorot face à Valentina Shevchenko. Ce sera le co-main event de cette UFC 315 du côté de Montréal. Il y a aussi le retour de Gilbert Burns face à Michael Morales, qui est un peu le jeune qui monte dans cette caté des 67 kilos, qui est invaincu. Alexa Grasso face à Silva.
Petit duel à distance aussi, hein, pour voir peut-être la suite de la catégorie après que Manon Fiorot ait pris la ceinture. Hop, je pose ça là. Et également Barrio face à Silva. Oui, il y a 2 Silva sur la carte, voilà. Et puis il y avait Jean Silva, c'est dessus. Ouais, c'était pas mal. On a fait le tour des gros événements qui ont été annoncés et on sait qu'on va bien manger sur les prochains mois de MMA. On reviendra aussi sur pas mal de trucs qui vont se passer du côté de la boxe. Mais on va d'abord faire le résumé du Fight Night de cette nuit. On était du côté de Seattle, les amis, nord-ouest des États-Unis, dans l'État de Washington. C'est une ville montagneuse avec une très belle tour, mais c'est une ville qui a accueilli le retour de la légende Henry Cejudo. Il a été double champion de l'UFC, plus médaille d'or olympique en lutte libre. Sauf qu'il a fait son retour il y a de ça quelques années parce qu'il voulait retrouver la ceinture des moins de 61 kilos. Ça fait 3 défaites de suite pour Henry Cejudo, qui n'arrive plus. Je me retourne vers Prince qui fait l'amour. Faut lâcher ça, vieux père. C'est ça le mot ? C'est ça. Mais ça revient à ce que je disais. Double champion. Tu veux être quoi au-dessus ? Plus double champion, peut-être acheter l'UFC. Tu peux pas. T'as été double champion, t'as fait un. En plus, à l'époque, il avait battu. Dimitrios Johnson. C'est le seul mec à l'avoir battu à l'UFC. C'est incroyable. Tu peux rien faire d'autre après. Donc forcément, eux, ils sont dans une position où ils sont en train de monter, ils cassent tout. Et dès qu'ils arrivent à la ceinture, bah forcément, ils peuvent que redescendre. Et le problème, c'est que quand tu redescends, tu croises des mecs qui sont en pleine ascension. Donc c'est ça le problème. C'est que là, il revient, 3 défaites de suite. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va revenir encore ? Il fait des podcasts maintenant avec Kamaru Usman. Mais il avait pris sa retraite, fallait qu'il s'arrête. Bah en vrai, c'est très bon podcast, mais pour le coup, sportivement, ça leur réussit pas aux deux, quoi. C'est assez dommage. Mais après, le problème, c'est que quand tu combats, tu as un amour pour le combat et c'est dur de lâcher, même si tu perds, même si... C'est ça qui est compliqué. Bah surtout lui, en plus, tu sais, qui est tellement dans ce jeu spirituel, déjà, avec ses adversaires, il veut rentrer dans l'esprit, mais on le sait aussi que c'est un scientifique du game plan, il aime ça étudier, tu sais, il avait aidé Jones à préparer Gann, par exemple, enfin... Il a cette fibre du coaching, du vrai geek du MMA, finalement, Cejudo. Mais faut peut-être rester juste derrière l'écran maintenant, la cage, c'est autre chose. On va regarder parce que justement, le combat a été difficile, donc il va s'incliner face à Song Yadong. Et il y a beaucoup de gens qui lui ont reproché de fuir, etc., qui ne voulaient pas combattre, chercher un no contest. En fait, il a eu des énormes dégâts à l'œil. Diplopie, lésion des tissus mous, abrasion de la cornée. Mais les gens sur Internet disaient oui, ils voulaient trouver une échappatoire. On a Henry Cejudo qui était en train de rigoler avec Michael Bisping, mais qui disait en fait, je suis quasi aveugle d'un œil. Donc c'est peut-être encore plus un message pour peut-être accrocher les gants. Non, bien sûr. Après, ça devient dangereux. Moi, ça me fait mal de voir ça en fait, de voir des combattants comme ça autant être au top et aussi en gros raser toutes leurs catégories. Après, au final, et après, on se retrouve avec des lésions, on se retrouve avec des KO, on se retrouve avec... C'est dommage. Ouais. Cejudo, faut pas ternir sa légende, même si c'est pas la légende la plus appréciée parce qu'il était toujours un petit peu gênant. Il y en a un qui a marqué les esprits, c'est Jean Silva. Les amis, vous savez, ses lunettes un petit peu fous, celui qui fait des cris de pitbull quand il gagne des combats. Bah franchement, il a encore... Et surtout qu'arrive dans le combat avec un sourire à chaque fois, il fait flipper, c'est un antagoniste. Et là, il y a cette phase, on regarde, il va s'embrasser les mains, il va lui faire des signes de main, les deux sourient, on lève les bras, on se check. Et puis là, après, c'est popcorn, les amis, j'en dis pas plus. Donc Jean Silva, c'est short noir, ceux. Ouf. Et là, regardez. Mais là, limite, déjà, il le taunte, Reza. Il dit, attends, faut que j'accélère, ouais, j'y vais. Je sais pas si c'est un taunt en vrai. C'est peut-être en mode, bon, l'arbitre arrête le combat. Ouais. En vrai, ça servait à rien de continuer, il aurait pu arrêter. Mais surtout que l'autre, il l'a pas défendu. Ah ouais, c'est vraiment, là, je vais y aller, je vais être obligé de lui faire mal. Hein, c'est ça. Ça me rappelle un des finishes que tu as eu aussi à Hexagone, Prince, avec pas mal de coups de coude, là, c'était sur le combattant japonais. Je me suis dit, faudrait peut-être pas en mettre beaucoup plus. Moi-même qui étais dans l'action, d'un moment, je me disais... T'as regardé l'arbitre arrête, c'est le 3e coup de 4e qui passe. 5e, 6e, je suis monté jusqu'à 8. Mais, ouais, non. C'est énorme. C'est chaud. Jean Silva, dans une cage qui a ses attitudes, là, ça t'évoque quoi, les combattants qui font des trucs comme ça ? On n'est pas trop là-dedans en France, on va pas se mentir. Quand tu vois un mec aussi allumé que ça, qui commence à faire des grands signes, à ranquer la foule, derrière, il va chercher le KO, il y a cette attitude encore, ouais, tu veux vraiment que j'aille ? Enfin, c'est... D'un autre combattant, qu'est-ce que tu penses des fighters comme ça, là, comme Jean Silva ? Moi, j'aime bien les combattants qui font le show dans le combat. Ouais. Pas qui se la racontent, qui crient, qui aboient en dehors. Quand tu le fais dans le combat, c'est parfait.
Parce que tu es là pour ça, tu es là pour faire le show. Forcément, il y a des spectateurs, c'est un combat. Mais quand tu arrives à, entre guillemets, faire en sorte que tout le public, ils oublient que c'est un combat et que tu risques ta vie, entre guillemets, et qu'ils voient vraiment que le show et toi, tu arrives à faire en sorte que tout le monde exulte, c'est magnifique. Ouais. Jean-Sylvain, on va regarder quelques images. Il nous a gratifié quand même de pas mal de beaux highlights à l'UFC. C'est cette salle des fighting nerds avec ses paires de lunettes. Et c'est une signature. Il a l'air d'avoir les mains giga lourdes. Hein. Mais tu sens qu'il est complètement serein. Les mains sont basses. Mais on dirait qu'il prend limite, s'amuse un peu. Hein. Il y a un côté. Il se divertit en faisant ça. Les arbitres, ils mettent du temps. Hein. Je suis désolé là. Je suis désolé pour les extraits que tu nous mets depuis tout à l'heure. Les arbitres, ils sont peinards. Ils sont en mode, attends, on va laisser se faire taper un peu plus. Normalement, à partir du moment où l'adversaire se défend plus, tu vois, il faut arrêter le combat. Ah non, mais celui-là, il est. J'ai l'impression qu'il fait mieux le taf de l'arbitre que les arbitres eux-mêmes, tu vois. C'est vrai. Donc il vient en combattant plus arbitre, double job. Parce qu'il sait. Il fait le boulot. Il est plus précautionneux de la santé de ses adversaires. Ouais, là, c'est face à Drew Dober, du coup, qui, vous l'aurez compris, ne pourra pas reprendre le combat après. Ça va être compliqué. Hein. C'est plus une ouverture pour mettre une pièce, là. Tu mets un portefeuille là-dedans, c'est compliqué. Jean Silva, du coup, qu'on suit toujours dans les 66 kilos, peut-être qu'il pourrait arriver dans le top 15. On va regarder ça à distance et c'est intéressant. Alonso Menifield de la catégorie des moins de 93 kilos devait affronter notre Français Oumar Sy, partenaire d'entraînement de Prince Aounala. Finalement, c'était face à Walker et c'était un énorme combat. C'était un combat de barre un peu, Prince. Qu'est-ce que tu en as pensé de la perf de Menifield? Et quand tu vois Menifield cogner comme ça, comment est-ce que tu le projetterais face à Oumar Sy? Bon, ça va être très simple. Hein. Il va se jeter, Oumar il va l'attraper. Il va le saucissonner et ça y est. Ouais. Ouais, je pense. Étranglement. Étranglement, ou même il va le finir en grenade pound. Ouais. Je tourne beaucoup avec Oumar et je sais de quoi il est capable. Et quand il t'attrape, je sais ce qui se passe en général. Pas impressionné du coup par ce combat, c'est trop brouillon. Ouais. Oumar, il boxe, il a, je crois, la plus grande allonge de sa catégorie. Il boxe en ligne, il est propre, calme. Donc moi, je suis... Franchement, quand je vois ça, pour moi, Oumar, il est largement dessus. T'es serein, et puis lui, bien sûr. Il communiquait là-dessus, il disait bon, mon rendez-vous avec le top 15 est reporté, mais on va vite revenir. Et on est fort avec Oumar Sy. Une autre pépite, moi je trouve en tout cas, cette catégorie dont on ne parle pas assez, c'est Anthony Hernandez. C'est pas Alexandre Herbinet qui va me contredire, c'est l'un de ses combattants préférés, parce qu'il a un style à part, Hernandez, il n'y a personne qui parle de lui, il ne cut pas, il est un peu gras. Mais plus le combat est long et plus le combat est dur, plus il arrive toujours à s'en sortir. Là, il triomphe de Brendan Allen, qui avait affronté Nassourdine Imavov à l'UFC Paris. Brendan Allen commence toujours très bien. Anthony Hernandez, c'est le diesel par excellence. Il finit toujours bien et il s'impose une nouvelle fois. Et il fait partie, je pense, des combattants à vraiment très sérieusement surveiller dans cette catégorie des 84 kilos parce que son profil atypique, je pense, peut réserver des surprises à bien des combattants. La semaine prochaine, les 66 kilos, ça va bouger et le drapeau tricolore va s'agiter derrière William Gomis qui est de retour dans la cage de l'UFC face à Haider Hamid. Il y a d'ailleurs une superbe interview de William qui est disponible sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat dans la nuit de samedi à dimanche 2 mars, 1h du matin sur RMC Sport 1. Vous suivez le retour du Jaguar, l'un des combattants qui prend le moins de coups dans la catégorie des moins de 66 kilos. Il est fluide comme l'air, William Gomis. On lui souhaite de s'envoler jusqu'au top 15 pour peut-être retrouver Jean Sylvain, qui était un de ses adversaires prévus. Et on sait qu'il adore affronter des gros cogneurs parce qu'ils n'arrivent jamais à le toucher, William Gomis. Donc, grosse force à lui. Tu voulais un petit mot sur William, justement, à l'UFC? Peut-être le Français le plus sous-coté de l'UFC. C'est ce que j'allais dire. Bah vas-y, je te laisse en parler. Je te jure, j'allais dire ça. Le problème, c'est qu'il est sous-coté. T'as l'impression que même s'il combat contre un Japonais, contre un Martien, les Français, ils seront pour l'autre, tout le temps. Et quand il gagne, ah oui, il a gagné, mais il a gagné, il faut le soutenir. On voit, ça c'était face à Brito. Donc Brito, c'était le danger incarné de cette KT, le mec qui montait, le mec qui avait battu Diego Lopez. Je me rappelle très bien les gens comment ils parlaient de Gomis. Il va se faire éteindre, ceci, cela. Et au final, ouais, mais Brito, il était un peu fatigué. Moi, j'ai kiffé ce combat. Il y a même des gens, même après le combat, qui voyaient encore Brito gagner. Toi, t'en as pensé quoi Non, pour moi, il a gagné. Large. Il a gagné. Peut-être pas large, mais il a fait il a marqué les points qu'il fallait, en fait. On voit, sur les contres, il vient frapper dur. Et d'ailleurs, j'étais choqué. Parce que moi, je pensais que ça allait être plus... il allait marquer ses points, l'autre, il allait lui courir après, mais non. Ouais. Dans les impacts, il était là. Il sortait quand il fallait, il frappait quand il fallait. C'était propre.
Moi, c'est la kryptonite de beaucoup de combattants, je pense, William Gomis. Vous allez voir, en tout cas, chez les 66 kilos, je souhaite toute cette réussite face à Amil. Petit extrait, justement, de l'interview qui est dispo sur YouTube. Moi, je le vois comme des tests qu'on m'envoie, des tests qui ne sont pas forcément pour mon bien, mais je fais en sorte que ce soit pour mon bien. C'est-à-dire que c'est mon travail qui montre que cette chose était bonne pour moi. Exemple, c'est vraiment un exemple, hein, rien à voir. On va avoir un gars qu'on trouve fort, mais pas assez. On va lui donner quelqu'un de beaucoup plus fort et voir jusqu'où il peut aller, voir jusqu'où est sa limite. Et je pense que la mienne est plus loin et je la repousse à chaque fois. Voilà, maintenant je reçois beaucoup de messages et les fans me disent qu'on m'envoie des bourbiers, mais je trouve que c'est bon pour moi parce que ça montre que je peux toujours repousser mes limites et progresser à chaque combat. Moi, je veux me réveiller chaque matin avec la même mentalité que William Gomis. Des défis toujours plus hauts, travailler dur, aller les chercher, gagner et continuer. Un cycle très positif et vertueux. On va parler des combattants de demain avec, vous le savez, l'un des binômes de cette émission. C'est le moment d'introduire Anto, les amis. Comment ça va, Anto? Anto qui est en... Il y a un duel là, ouais. Baston de regard là. Avec Prince Aounala, parce que Anto avait misé sur Anthony Morel avant que tu l'affrontes. Je ne sais pas s'il y avait des mots à échanger avant d'attaquer ta chronique, non? Non, je pense qu'une vidéo suffit, mais c'est un très mauvais souvenir que j'ai pas envie de parler pour l'instant. Ouais, On va oublier ça alors. Ne mise plus contre Prince, peut-être. Ne mise plus sur les Français. D'accord. Parce qu'on peut les rencontrer. Sympa. Les combattants de demain, Danto, encore une belle réussite. Tu avais parlé de Keil Rotolo lors du One au Qatar. Keil Rotolo qui s'est imposé au premier round, c'était magnifique. Donc encore un prodige détecté par Anto. Focus sur un jeune poids lourd prometteur qui cette fois-ci nous vient d'Europe et qu'on ne connaît pas. Exactement, Mario Pinto, c'est un jeune talent portugais de 26 ans qui s'entraîne à Londres. C'est actuellement le deuxième poids lourd le plus jeune de l'histoire de l'UFC. Il a 26 ans, il est juste derrière Talisson Teixeira qui lui vient d'entrer dans le top 15 juste cette semaine. Il a décroché son contrat à l'UFC après un finish au Dana White Contender Series le 8 octobre 2024. Ok, alors attendez, je me suis perdu. Voilà. Comment commence cette histoire avec Mario Pinto? Alors elle commence dès l'âge de 13 ans. Mario Pinto commence la boxe avant de se tourner vers le MMA seulement à 17 ans. Son ambition, elle est claire, c'est devenir un combattant d'élite en un temps record. Il veut prendre sa retraite avant 32 ans parce qu'il veut devenir papa. Et c'est le seul objectif de sa vie. Il a même refusé une offre du GFL et du PFL pour mieux gérer sa trajectoire et signer à l'UFC. Ouais, bon refus de sa part. GFL, pas... GFL, on n'est pas sûr. Donc, mais en tout cas, lui, il a une technique pour signer à l'UFC. Donc, tuto Mario Pinto, comment signer à l'UFC. Il a sa propre stratégie. Il faut finir ses combats, que ses finishes soient le plus impressionnant possible. Et il précise en troisième tiret, choquer le monde avec une performance historique ou qui a été fait que très rarement. Le 11 mars 2023, il a disputé 3 combats de MMA en une seule et unique soirée. 3 victoires, dont un KO, et 2 victoires à la décision, dont un combat pour le titre, donc un 5 rounds en main event. Et il le dit lui-même, il faut bien choisir ses combats, prendre des adversaires moins forts que toi. Comme ça, tu les finis, et en moins de 10 combats, tu signes à l'UFC. Il est honnête. Attends, j'aime bien. Pas de problème. Je commence à kiffer Mario Pinto, moi, perso. Bon, dans la cage, ça donne quoi, alors? Alors, Mario Pinto, c'est un poids lourd explosif qui combine un bon striking et un grappling assez efficace. Ses combats sont souvent spectaculaires grâce à son agressivité et sa précision. Mais surtout, il a quelques mouvements emblématiques. Son striking, c'est surtout des angles très variés et une bonne gestion de la distance. Et un mental de tueur, ça, c'est lui qui le dit, qui le pousse. Carrément, c'est son mental qui le pousse à finir ses adversaires. Ok, donc là on voit quelques images. Ouais. Ça va, c'est un poids lourd nouvelle génération, c'est poids lourd fit. Exactement, c'est un peu le style Cyril Gane, Thomas Spinal, toute cette nouvelle génération de poids lourds qui monte de plus en plus. Ok, pourquoi le suivre alors? Parce qu'on va le retrouver chez nous. Ah oui, on va le retrouver dès la semaine prochaine. Il affronte Austin Lane. Austin Lane, c'est celui qui avait donné la dernière défaite à Robelis Despain à l'UFC. Ouais. Donc c'est un peu lui qui l'a sorti de l'UFC. Pourquoi faut suivre Mario Pinto? Parce que c'est un combattant ultra stratégique qui a construit son ascension
avec intelligence et ça se voit aussi dans la cage, un style spectaculaire qui promet du show et c'est un jeune talent comme tu l'as dit qui pourrait bousculer l'ordre établi chez les poids lourds. Bon, Mario Pinto, c'est annoncé, c'est noté, le MMA portugais qui est en plein développement aussi en vrai, il y a de plus en plus d'athlètes portugais à suivre dans le MMA, il y a aussi Jacqueline Cavalcanti, tu sais, chez les filles, donc merci pour cette découverte, on se branche sur Mario Pinto les gars, c'est bon? On est convaincus? C'est noté. Merci Anto pour Mais de rien. nouvelle chronique. On fait quoi? On te renvoie en régie? Qu'est-ce qui se passe? On a parlé d'une vidéo avant. Ah oui. Ouais, on a parlé d'une vidéo et Prince va pouvoir se régaler. Prince, il y a une petite retrouvaille avec Prince du coup avant l'émission. Et en fait, il y a une petite montée en puissance, explique-nous là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Prince, au début, il devait me frapper une seule et unique fois parce que j'avais parié contre lui. Et au moment de frapper, il m'a dit « Ok, on part sur 3 frappes ». Et voilà, ça, c'était la pire. Comme j'explique, une à 20%, une à 30 et une à 50. Et il m'a dit, bon, la dernière, elle était à 40. Bon, j'ai quand même fait 5 mètres, mais bon. C'est un champion poids lourd quand même qui t'a frappé. Ouais, c'est plus jamais je parie contre des Français, c'est fini, t'as bien vu, je suis parti au Portugal. Merci Anto. Et on a hâte de découvrir un nouveau talent la semaine prochaine. Merci beaucoup, mon gars. Merci à toi, merci à vous. Bonne soirée. Anthony Sterpini, les amis, notamment que vous retrouvez sur la réalisation de certains films RMC Sport sur la chaîne YouTube RMC Sport. On va se régaler, on va accélérer un peu. Il commence à se faire tard et je sais que vous devez tous vous reposer. On va parler de Prince qui est avec nous, justement champion poids lourd du côté d'Hexagone MMA. On va revoir un peu ce qui t'a coûté ce différend avec Anthony Sterpini, puisque c'était ton dernier combat où tu défendais ta ceinture de champion face à Morel, combattant invaincu et qui était le poids lourd français qui montait à cette période-là. Disons que tu lui as mis un petit stop dans son ascension. Tu peux nous raconter un peu le combat parce que j'ai l'impression que tout était prévu de ton côté et tout s'est passé comme prévu. Je savais que... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre lui et moi, il y a 15 kilos d'écart. Le cut, lui, pour être à 120. Ouais. Moi, j'étais à 110. Donc, il devait peut-être aller, avec le rebond, aller 123, 124, voire 125. Donc, je savais que je serais plus rapide, j'aurais plus d'endurance. Lui, il allait frapper plus fort. Donc, en fait, j'ai juste sécurisé les axes où j'étais meilleur et je les ai mis en avant. Donc, beaucoup de déplacements, beaucoup de petites frappes pour le faire réagir. Pas pour l'inquiéter, mais vraiment pour que lui, il débite. Et comme ça, pour le fatiguer encore plus, je l'ai collé à la cage, je l'ai ramené au sol. Au sol, je le suivais. Je n'ai pas directement cherché la soumission ou le grand déttement puissant. Je restais bien avec mes réserves. Donc j'ai juste suivi, jusqu'à que je sente que vraiment son pic de fatigue, il a arrivé à un certain point. Et après, j'ai finalisé. Ouais, toujours aussi stratégique qu'à l'accoutumée dans ton approche. C'est quoi la suite, justement, pour toi, du côté d'Hexagone MMA, Prince? Parce que on le sait, en France, c'est pas facile d'avoir des poids lourds. Toi-même, tu as dû monter une team de poids lourds pour pouvoir s'entraîner. C'est ouf, quand même. Tu te dis, ils sont tellement pas assez, en fait, à avoir ces physiques-là et à pratiquer le MMA qu'ils sont obligés de se créer une sorte de club et de se retrouver... C'est quoi, c'est tous les dimanches, en plus? Ouais, tous les dimanches. On se retrouve au nerf de Goussainville avec la Horde. Donc, franchement, tout à l'heure, j'étais avec eux et c'est incroyable. Là, on voit les images. C'était au Théâtre Antique d'Orange. Visage très fermé, là, t'étais en pétard. Je revenais d'une défaite. Ouais. Et là, dans ma tête, c'était... je voulais... Tu cherchais Anto, là? Je cherchais à... Je peux pas dire, j'avais que des mauvaises intentions. Il a fait 10 000 km, regarde, il en a fait les frais derrière. C'était un super combat, en vrai. Ouais, le pauvre, il a fait 14 heures de vol et au final... C'était là où on disait les fameux coudes et il y a le petit regard... L'arbitre. Mais même moi, j'étais choqué. Je me suis dit, il attend que le crâne il se fend en deux ou... Et pour raconter un peu ta carrière, donc tu fais partie de ces poids lourds, beaucoup d'expérience. Tu es dans le game depuis 2013 environ. 2012. Tu as fait des combats contre des gens qui sont passés à l'UFC, à l'Octagone, des gros noms. Je pense à Carlos Vemola. Bellator, ONE FC. Et pour le coup, en fait, tu as une situation assez particulière parce que tu as une ceinture aujourd'hui à Hexagone, mais il y a très peu de gens qui te connaissent en France. Comment est-ce que tu expliques ça? Comme je dis souvent, je suis pas connu, mais reconnu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans le game, on sait très bien qui je suis. Les mecs qui suivent un minimum ou les mecs des organisations ou d'autres combattants. Mais après, au niveau du grand public, je suis pas connu. Pourquoi, à ton avis, c'est que les gens, ils s'intéressent à autre chose? Les gens, ils aiment bien les paillettes, ils aiment bien... Mais pourquoi tu veux pas les paillettes? Parce que j'estime que je suis un combattant, on me demande de combattre, je fais le taf. Mes combats, ils sont de qualité. Donc je m'entraîne, je fais... En plus, les gens ne se rendent pas compte, mais je fais des stratégies de fou. Hein. Je te jure que c'est vraiment poussé, en fait, comment j'entre dans la tête du mec. Tu vois, donc j'estime qu'à partir du moment où j'offre ça, derrière, la notoriété, elle devrait suivre. Mais bon, après, maintenant, il faut faire des micro-trottoirs, il faut
Tu vois. Je suis pas. C'est pas trop dans ma nature. Oui, il a raison, mais il a raison. Il a raison, tu vois, au final. Je peux pas risquer ma vie et après, je vais voir des mecs et je leur dis allez, comment on esquive, les gars, alors, frappe-moi. Non. C'est particulier quand même. Je suis d'une ancienne Si tu faisais de la boxe, en fait, tu toucherais plus, donc peut-être ce serait aussi plus compensé, on va dire, entre guillemets. Aujourd'hui, il n'y a pas 10 milliards de poids lourds en France. Il y en a certains du côté d'Hexagone, mais tu as battu la plupart, on va pas se mentir. C'est quoi les prochains défis? Moi, personnellement, je vais te le dire cash, j'ai un fantasme en tête. Pour moi, il y a 2 poids lourds qui aujourd'hui sont au top de leur organisation en France. C'est toi et Aboubacar Bathily, qui est Boulox, qui est champion du Ares. Est-ce que c'est possible ce combat? Est-ce que c'est un combat qui t'intéresserait? Parce que moi, je pense que c'est le combat que la France a besoin de voir pour les poids lourds français. Bah, bien sûr, moi, je suis un fan de MMA. Donc ça veut dire que j'arrive à être extérieur et voir les combats qui seraient hypés ou les combats que j'aimerais voir. Et ça, c'est un combat que j'aimerais faire, que j'aimerais voir. Après, c'est pas forcément contre Boulox. C'est vraiment pour la ceinture de l'Ares. Ouais. Donc, pourquoi pas. Après, lui et moi, on se connaît. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lui et moi, on se connaît. Je pense qu'on est d'accord tous les deux. Mais les deux orgas c'est les deux orgas, en fait, qu'il faut qu'ils se mettent d'accord. Ça va se faire comment? Ça se fait Hexagone, ça se fait Ares. Il faut une orga en commun. Bon, ça, c'est pas possible, mais... Ouais, imaginons... C'est un 50-50, les gars. C'est ce que le peuple veut. Ça veut dire que, par exemple, si lui vient à l'Hexagone, ça veut dire que moi, je vais défendre ma ceinture. Mais si je gagne, j'aurai pas la ceinture d'Ares. Ouais. Tu vois? Faut finaliser ça. Donc, bien. Comment faire? Ouais. Mais moi, je suis chaud. Ouais. Bah, bien sûr. Beau défi sportif, tu vois ce qu'il fait Boulox de son côté, c'est fort aussi. Bien sûr. On se connaît, on échange. Il n'y a pas de souci. On se regarde comme ça un peu, on de temps en temps, en mode, je te verrais bien, toi, face à moi, dans la cage. Si c'est pas Boulox, il y a d'autres noms qui t'intéresseraient concrètement? Il y a plein de situations. Hein. Hexagone, toi en plus, tu as la particularité de pouvoir faire les moins de 120 et les moins de 93, donc du coup, tu trouves encore plus de portes. Il y a des jeunes qui montent, il y a les Bafodé Gassa, même si franchement, toi, tu es à quasi 30 combats pro et ils sont à 1. C'est quoi qui t'intéresse là-dessus? Parce qu'on sait que ça peut être aussi intéressant pour toi. Par exemple, il y a un jeune qui monte, de dire bon, c'est peut-être maintenant aussi où les gens ils vont comprendre qui je suis. Oui, mais après, d'un autre côté, ça m'intéresse pas trop de, entre guillemets, sacrifier un combattant qui monte pour me mettre en valeur. Tu vois, je préfère que le mec il fasse. Il fait son chemin, comme moi j'ai fait mon chemin. Et moi, je pense qu'il y a assez de combattants qui ont beaucoup de combats pour que je puisse les affronter. Donc, moi, en fait, c'est simple. Je suis champion, mais dans ma tête, je suis pas champion. Moi, je veux des défis, je veux des ceintures, je veux toujours monter. Donc, défendre ma ceinture, ok, c'est bien 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais je gagnerai en finale. Ouais. Avant de combattre, j'étais champion. À la fin du combat, je suis champion. Donc là, la ceinture d'Ares, être double champion, il n'y a personne qui l'a fait. Hexagone, Ares, 2 organisations, on va dire, pas hostiles, mais voilà. Concurrentes. Rival un peu. Ça va. Donc c'est parfait, en fait. Ouais. Et il y avait aussi, sur certaines des vidéos, etc., il y avait un combat dont tu parlais qui pourrait être le combat finalement qui met la hype, on va pas se mentir, c'est Greg MMA, qui est entre les 93, entre les 100 kilos du côté d'Hexagone. On peut avoir un Prince Aounala Greg MMA, là on le voit, c'était aussi au Théâtre Antique d'Orange, vous avez combattu dans la même salle. On sait qu'en termes de réputation, pour toi, ça peut être un boost. Est-ce que c'est vraiment un combat que tu souhaites? Bon, en fait, de base, moi, je voulais juste... C'est un message, plutôt. Ça va être les deux. De base, moi, je voulais la ceinture des moins de 93, qui est ma catégorie d'origine. Donc, j'ai dit, voilà, là, je suis revenu en mode poids lourd, je veux juste descendre. On m'a dit, oui, non, il n'y a pas trop de combattants, tout ça. Et entre-temps, je vois Greg MMA, 1 combat, 2 combats, 3 combats. Je me suis dit, bah, c'est bon, il y a un combattant. Il y a des gens. Plus un ancien, il a combattu à l'époque, donc c'est parfait. Lui, quand on se croisait, je sentais qu'il... Ouais, pourquoi pas, nanana. Et j'ai dit son blaze 1 fois et au final, silence radio. Donc après, j'ai compris qu'on n'avait pas les mêmes objectifs. Lui, il est plus là pour, entre guillemets, briller, pour... C'est plus de l'exposition. Moi, c'est vraiment... Moi, je veux me battre et je veux les meilleurs. Bon, message passé, hein, s'il y a des poids lourds, on a un champion qui veut s'y coller. On va rester avec toi et je compte sur ton expérience là-dessus et ta sincérité, parce qu'on va aller du côté de la République tchèque, le KSW qui était là-bas avec 2 combattants français. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé pour Nassim Belouachi et pour Alphand Roger-Lab. Et toi aussi, tu as eu cette expérience qui a été compliquée avec le KSW, on y reviendra tout à l'heure. Nassim, qui est consultant à RMC Sport, qui avait fait ses débuts à la Défense Arena, qui s'était imposé sur un TKO face à Damien Pelletier.
et là qui va tomber sur un morceau assez dur en fait en la personne de Stummer et qui va tomber la KO au premier round sur ce gros contre. On va enchaîner, on va vous mettre également les images d'Alphand Rocheab chez moins de 61 kg. C'était face au numéro 3 de la catégorie. Concrètement, Prince, on se rend compte que le KSW, c'est pas facile en vrai. J'aimerais bien avoir ton témoignage par rapport à ça, parce que c'est une ligue qui est quand même assez méconnue. C'est des combattants de l'Est qui ne parlent pas pour les 3/4 des combattants français. Et forcément, le public qui n'est pas toujours très bien éduqué, il va se dire « Ah, ils perdent contre des inconnus, ils sont nuls ». Le KSW, tu as vraiment senti le gap de niveau quand tu as mis les pieds là-bas? En fait, c'est pas vraiment en termes de niveau, mais c'est en termes de mentalité. Ok. Tu sens que là-bas, le mec, il est là pour se foutre en l'air. Il veut pas gagner à la décision, il avance, le mec, il veut t'éteindre. Ouais. Tu peux lui en mettre, il veut t'éteindre. En fait, eux, ils ont une mentalité, parce que moi, j'avais signé en République tchèque, j'avais combattu là-bas pendant très longtemps, pendant plusieurs années. Et eux, ils ont la mentalité de guerrier. Nous, en France, en général, je dis pas tout le monde, hein, mais on va vraiment essayer de gagner le combat. Tu vois, on a beaucoup cette mentalité de round par round. Ouais. Tu vois, en gros, je marque mes points. Fondamental, voilà. tactique. Eux, ils s'en foutent de leur cardio, ils s'en foutent de tout. Premier round, s'il peut t'éteindre, il va t'éteindre. Et c'est ça qui, en fait, c'est ça qui nous fait défaut. Parce que quand toi, tu viens, tu veux gagner le combat, tu as une stratégie, tu veux marquer tes points, et tu tombes sur un mec qui veut t'éteindre, limite, il réfléchit même pas, le mec, il est sanguin, et ben forcément, c'est pas pareil. Et tu penses qu'on devrait être plus bagarre dans notre tête? C'est un truc qui nous manque? Tiens, je regarde les images, on pense à Saadine. Moi, ça me fait relativiser de ouf, en fait, parce que Saadine Parnasse, il fracasse tout le monde là-bas. Là, on voit certains autres Français avoir du mal, en fait. Parfois, il y a des mecs qui vont faire raccourci en disant « mais Saladin, il fracasse des plombés en Pologne ou en République tchèque ». Mais quand on voit finalement les autres qui se confrontent à ça, est-ce qu'en fait, on n'est pas en train même limite de sous-côté Parnasse, qui est double champion du KSW? C'est ça que je veux savoir, Prince. Bah, en fait, Saladin, lui, il a réussi à mélanger le côté bagarre, la technique et le cardio. Donc ça veut dire que quand le mec il va venir pour faire la bagarre, lui, il va répondre. Ouais. Et au final, le mec, il va se fatiguer. Techniquement, il va commencer à l'user. Et il aura le cardio pour aller jusqu'au bout. Donc il a les 3 points et sur ça, il les dépasse de loin. Donc, de toute façon, on l'a vu. Le problème, c'est que les gens, ils connaissent... Tous ceux qui disent ça, là, c'est des gens qui ne connaissent pas. C'est des gens, ils ont connu le MMA avec Conor McGregor. Et ils disent, ouais, moi, je connais. Et ils vont parler du MMA comme ils parlent du foot. Mais en général, ces mecs-là, on les connaît. Hein, ils n'ont pas regardé le match. Ils n'ont pas regardé. À l'Est, juste à l'école, ils étaient déjà nuls. C'est facile. Ah oui, mais c'est facile. Les termes. Los thermos. C'est pour ça que j'ai voulu aussi avoir phrase là-dessus. Et donc, ouais, selon toi, en fait, Salah, on est encore loin d'apprécier vraiment son vrai niveau. Bah, le problème, c'est que Salah, depuis qu'il est là, il est fort. Donc en général, quand un mec il est tout le temps fort, bah, tu dis oh, c'est parce qu'il prend des mecs nuls ou tu vas trouver des excuses. Ouais. On est habitué à ce qu'il gagne. Ouais. Et c'est dommage parce que normalement on devrait être content. Donc toi, et je reprends les discours de ses coachs, quand ils disent ouais c'est top 15, 66 kilos UFC tranquille, tu partages ça? Bien sûr. Ok, bah voilà, c'est un message qui est passé pour tous ceux qui auraient des doutes. Il y a plein de mecs du KSW qui, comme Blachowicz, il est parti du KSW et il a pris la ceinture de l'UFC. Ouais, on aura un clin d'œil là-dessus, tu vas voir du côté du One. Il y a un beau souvenir, un petit fact à noter également du côté du KSW qui a également avancé. Nouvel arbitre femme, première fois dans l'organisation polonaise, arbitre féminine, arbitre femme c'est dégueulasse comme je l'ai dit, mais voilà, donc c'était une grande première pour le KSW, on l'a noté. Et ça s'est parfaitement passé. Voilà, c'était la petite anecdote pour l'organisation polonaise qui était en République tchèque. Bien évidemment, les messages de soutien et du soutien sans faille pour nos Français, Nassim Belouachi, Alphand Rocheab. Allez soutenir sur les réseaux sociaux, les amis. Un petit message, ça fait toujours du bien. On reste en République tchèque parce qu'on a fait un petit best-of de ce qu'il y avait du côté de l'Octagone et du KSW, qui sont deux organisations qui étaient là-bas. Bon, régalez-vous, hein. Franchement, ça part dans tous les sens. C'est très spectaculaire, les amis. Ouais, là il a touché. Là il est tombé, ça y est, il est au sol. Une frappe qui passe pour Pukac, c'est l'accélération. C'est fini, énorme KO de Pukac, superbe, incroyable. Il a été précis. On vous l'avait dit là, le knockout power, c'est Pukac. Ouh là là, il
s'est empalé dessus, mais en même temps, il a réussi à capitaliser, à amener le combat au sol. Et non. Oh là là, quelle vitesse il s'est relevé. Le genou derrière, il l'a pris. Et il a Il bien. a pris Charzewski. Oh, les il est pas bien, il est pas bien. ça y est, C'est il est terminé, touché. c'est terminé, on va l'arrêter. Et c'est fini. Waouh. Et c'est le genou, tout est parti du coup de genou à la tête. Et une nouvelle victoire pour Léo Brichta. Et quelle performance! Maintenant attention parce que là on est sur la guillotine et il est sous le menton. Ulm. Et c'est terminé. C'est terminé. Et Oh, c'est ça, c'était dur. un finish pour Ulm à la première Très reprise. dur, très dur ce combat. Et ouais, le spectacle est toujours au rendez-vous, qu'on connaisse ou non le nom des combattants du côté du KSW, au de l'Octagone, ça régale toujours dans la cage. On va accélérer cette fois-ci, on aurait pu aller en Asie, on va aller du côté du Moyen-Orient. Le One est allé du côté du Qatar pour la première fois, événement numéroté One 171 pour l'organisation reine des sports de combat. Il y a un peu de tout, on va revenir sur le prospect d'Anto qui a régalé, c'est Keid Rotolo, donc ceinture noire jiu-jitsu brésilien, invaincu en MMA, il a fait sa transition il n'y a pas longtemps, il a 22 ans. C'est un Américain qui vous soumet plus vite que l'éclair, qui a un physique et un gros cardio. Et il s'est imposé assez rapidement face à ce combattant argentin, étranglement bras-tête pour Keid Rotolo, qui s'affirme comme un combattant à suivre, qu'on retrouve du côté du One, et qui pourrait être vraiment une des superstars de l'organisation en Asie, c'est déjà un petit peu le cas. Et c'est vrai qu'il n'est pas encore une méga star aux États-Unis, mais je pense que ça devrait assez vite arriver. On continue. Il y avait une belle histoire sur cette carte du One. C'est un combattant qui est canadien et britannique, mais qui surtout a un avant-bras en moins. Ça ne lui a pas empêché de faire la compétition en Muay Thai du côté du One, une des meilleures ligues du monde. Et vous allez voir ce combat. Donc c'est Jake Peacock que vous voyez. Et qui va s'imposer par KO, malgré le fait que du coup il y a ce handicap par rapport à son adversaire. C'est inspirant de fou ça. C'est une histoire de malade, et c'est pas son premier combat du côté de l'organisation. Et comme tu le dis, c'est une histoire qui est très inspirante parce que réussir à s'imposer en fait à un haut niveau comme ça, avec ce déficit, ça en dit long sur l'état d'esprit, je pense, et le cœur de Jake Peacock. Il frappe avec le moignon ? Ouais, parce qu'il a le coude. En fait, c'est juste après le coude où il n'y a plus, du coup, tu n'as plus l'avant-bras. Et ça, c'est des images qui sont exceptionnelles. Donc, grosse force à Jake Peacock. Et là, on va faire un petit clin d'œil. C'est un KO qui est digne d'un jeu vidéo, je pense, Reza. Je ne sais pas si tu l'as vu, celui-là, mais tu confirmeras en voyant la trajectoire un petit peu. C'est Roberto Soldic du côté du One. Et ça, c'est, pour citer Baba, c'est un coup de fusil à pompe. En fait, au moment où il décollait, il a réussi à le toucher plein menton. Et là, il fait un faceplant. Il fait un plat, ouais. De ouf. Et en fait, l'histoire, c'est que ce mec-là, Roberto Soldic, il était du côté du KSW également. Et à l'époque, il a mis KO quelqu'un. Ce quelqu'un qui potentiellement est devenu champion UFC. Il a mis KO tout simplement Dricus du Plessis à l'époque du KSW, C'était Roberto lui, du coup. Soldic. Et là, on le retrouve du côté du One. Donc, on constate que le fusil à pompe ne s'est pas enrayé du côté de Soldic pour la petite histoire. L'homme qui a mis KO DDP a mis l'un des KO du week-end. Il y a bien sûr tout le reste des highlights du One qui sont sur les réseaux sociaux RMC Sport Combat. Mon Tristan qui est en régie, est-ce qu'on fait un peu encore de One ou tu veux qu'on passe au MMA amateur ? Ouais, on va passer aux IMAF. Du coup, l'équipe de France de MMA amateur qui était à Belgrade en Serbie et qui va ramener 3 médailles d'or. Et ça, c'est génial. Déjà, gros big up à eux. Alors attendez, j'ai la liste parce que je ne vais pas tous les oublier. Donc Alan Landouzi qui va finir en médaille d'or chez les moins de 66 kilos junior. Notre ami du nord de la France, spécialiste de la lutte. Kalim Mastouri du boxing squad d'Aldric Cassata, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Médaille d'or chez les moins de 84 kilos. Et enfin, la 3e médaille d'or pour Sargis Belorian chez les moins de 120 kilos. J'ai quand même envie de saluer les autres membres de l'équipe de France parce qu'on était tous très fiers d'eux. Donc Younes Benelmeki
Cherki, Dembandao, Randy Saloumou, Thomas Muris, Dylan Antoine, Orgues Bajrami, Lina Amouche, Océane Crex, Théo Muris, Guillaume Bastiani, Jean-Camille Pietri. Je vous rappelle qu'on est également diffuseur du championnat de France de MMA amateur. Donc bravo à vous, la France est fière de vous. On a hâte de suivre vos prochaines aventures. L'équipe de France de MMA, moi je trouve que c'est un gros kiff. Je veux voir ça au JO, je veux pousser pour ce délire d'équipe dans toutes les catégories. Je trouve ça trop bien. On referme cette page-là, on va aller du côté du PEF parce que c'était le gros événement MMA amateur. Et ouais, Reza, on diffuse du MMA amateur. C'est propre, hein. C'est une dinguerie, hein. Faudra diffuser de la boxe anglaise amateur bientôt aussi. Bah ouais, mais pourquoi? Bah ça, tu sais que la Fédé de MMA, tout le championnat de France amateur, elle le diffuse sur YouTube, tu vois. C'est une dinguerie. On regarde ça. Le MMA, c'est trop divertissant. Non, mais on va y Il a raison, on se divertit aussi, c'est vrai. Hein. Regarde, PEF7, c'est une orga privée, elle fait que de l'amateur. Tu vas voir le niveau un petit peu. On a 2 highlights de fou. On va commencer tout de suite et après, on aura un invité. Et ça, c'est Ethan Forez, il a 18 ans. C'est un spécialiste du jiu-jitsu brésilien. Il a affronté Sada Diong, 9 fois champion de France de lutte, qui a fait sa transition à MMA amateur, qui avait qu'une seule défaite. Sada était en train de dominer. Et là, Ethan a éteint la lumière dans les dernières secondes du deuxième round. Ethan qui représente la team AFC de Roubaix et qui a fait le highlight du week-end. Sada Diong va très bien et ils ont fait des superbes photos ensemble. Et gros soutien aux deux. Et là, Ethan Forez, vraiment, qui s'est créé sa propre hype aussi avec ce highlight. Très très gros combat. On a un autre highlight également sur cette soirée du PEF, c'était en tout début de carte. C'est un combattant réunionnais qui s'appelle Charles Affa, la Réunion Léla, voilà, c'est le cri de guerre, et qui a décidé d'arriver en fait pour son premier combat amateur, vraiment le mode en pétard de A à Z. Et c'est ce qu'on appelle du overhand à gogo. En VOKSW. Et après, il a fait une interview exceptionnelle. Ça veut dire qu'il a dit, moi de toute façon, je suis là pour en découdre. Maintenant, j'attends. Et il se barre là-dessus. Okay. Voilà, j'attends. Vous me ramenez ce qu'il faut. C'était assez exceptionnel. On a avec nous en visio celui qui a été un petit peu le héros de la soirée de ce PEF. C'était en main event pour la ceinture de champion des moins de 57 kilos. Vice-champion de France chez les moins de 57 kilos en plus sur la dernière MMA League. Il a 20 ans et il est très fort. Il s'appelle Reda Haifa. Est-ce que ça marche le visio avec Reda? Salut Reda, tu nous entends? Salut Sacha, ouais, je vous entends bien. Et comment ça va? Alors, je raconte un petit peu l'histoire. Je te dis comment ça va, mais tu vas pas répondre tout de suite. C'est horrible ce que je viens de faire. Je raconte un peu l'histoire. Tu étais en main event du PEF7. Tu es un combattant amateur qui a pas mal de combats. Et tu as affronté Nessim Akdim. Et vous avez en fait pas mal de choses en commun. Juste, Nessim Akdim, c'est l'un des plus gros prospects amateurs d'Europe. Il est belge d'origine marocaine. Reda, il est français d'origine marocaine. Et les deux, en fait, ils s'étaient déjà affrontés lors d'un précédent PEF. Après, ils ont fait chacun leur route, etc. Là, ils se sont retrouvés. C'était d'ailleurs Nessim qui avait gagné le premier affrontement. Donc Reda, il allait travailler dans son coin. Ils se retrouvent. Et là, on va regarder les images si c'est possible. En fait, vous êtes arrivés sur un rythme de fou très tôt dans le combat. Et toi, tu as réussi à aller chercher cette soumission. Les deux avec vos drapeaux d'origine du Maroc. Je trouvais que c'était hyper beau aussi d'avoir ce franco-marocain, belgo-marocain qui s'affrontent. Et là, on voit sur un étranglement où tu as été vif comme l'éclair. Voilà, je t'ai tout introduit, j'ai raconté un peu l'histoire. Maintenant, je te laisse parler, Reda. Raconte-nous un peu comment tu as vécu cette soirée. Bah, franchement, pour moi, c'était une soirée de fou. Donc, j'ai pas tout de suite réalisé ce qui venait de se passer. Je m'attendais pas à finir le fight aussi vite. Franchement, j'ai été assez surpris. Mais bon, j'ai eu des opportunités que j'ai su saisir. Et puis voilà, on a réussi à finir le fight en beauté. Je pense qu'on a choqué plus d'une personne. Et puis voilà. Ce qui est assez fou avec toi, c'est qu'en fait, tu as eu beaucoup d'expérience en amateur, mais aujourd'hui, tu n'as que 20 ans. Tu as une vingtaine de combats justement en amateur. Tu as eu des expériences avec l'équipe de France et tout. Tu es un vétéran, mais tu es jeune encore. C'est assez particulier comme ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé la compétition il y a 2 ans maintenant. Donc, j'ai commencé à 19 ans. Là, je vais sur mes 21 ans. Et puis, je suis arrivé très tôt dans les grosses organisations comme l'IMAF. Je suis devenu champion de France très tôt. Donc, je suis parti au championnat du monde très tôt, en début de carrière. Et puis, comme vous le savez, j'ai affronté Nessim dès le premier tour, qui lui était déjà quelqu'un dans le monde du sport. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Alors déjà, je vais revenir
vous êtes potes avec Nessim, il a une petite blessure, mais vous avez fait des superbes images. Ça reste très positif quand vous vous rencontrez, il n'y a pas d'animosité du tout. Non, non, du tout. Nessim, comme vous le savez, c'est la famille. Mais comment dire, là, on s'est retrouvés sur un fight, il fallait mettre toutes ces émotions de côté. Et puis voilà, faire preuve de professionnalisme et faire ce qu'on sait faire, ce que l'on fait de mieux et ce qu'on fait de tous les jours. Donc voilà. Après le fight, on s'est vu, je suis parti le voir dans les coulisses. Il était en train de s'arranger avec les médecins et puis voilà. On prépare une trilogie parce que là, on l'aime bien en fait, cette opposition. Vous le faites super bien quand même, faut le dire. Ouais, franchement, c'est à faire. Comment dire, on va dire qu'on est sur 1-1, il y a balle de match là. Ouais. Et puis c'est un combat qui peut, comment dire, m'apporter beaucoup. Et voilà, moi j'attends ça avec impatience. Je sais pas quand est-ce qu'il se fera, mais voilà. On va suivre ça, Reda qui représente la team Free Fight Maubeuge. Prince, tu penses quoi justement, Reda, parcours de 20 ans, c'est un peu comme toi, il a énormément de combats au compteur. On voit, il prend les combats les uns après les autres. Là, il est sur une très très belle série de victoires. Il y a un moment où c'était un petit peu plus difficile. Tu as des messages à lui passer justement, toi qui as un petit peu plus de bouteilles qui est dans le monde pro? Bah, c'est bien, je suis content pour lui et franchement, je te souhaite que le meilleur, frérot. Lâche pas, continue, écoute ton entourage et il faut aller tout droit après, jusqu'au bout. C'est ça toi-même, tu sais. Merci, ça fait plaisir. De rien. Toi, Reza, tu connaissais un peu cette génération de combattants amateurs? Tu te dis 20 ans, ils sont à 20 combats comme ça, c'est... Non, je t'avais dit, le MMA amateur, moi je regarde pas beaucoup, tu vois. Donc là, je découvre un peu de loin, parce que généralement, je voyais que les highlights. Et je trouve que c'est un truc de fou, parce que justement, quand tu arrives vraiment avec une bonne expérience amateur, la transition professionnelle, elle se passera encore mieux. Donc en vrai, c'est lourd de ouf, et on va regarder les highlights de ce championnat, parce que 3 médailles d'or, c'est quand même solide. Donc après l'émission, on rentre à la maison, on regarde ça un peu si c'est disponible. On va regarder, t'inquiète, je te partagerai un peu tout ce qu'il y a à regarder. En tout cas, Reda, combattant à suivre. T'as déjà des combats reprogrammés ou là, c'est quoi, tu te reposes un peu? Là, du tout, j'ai pas de combat reprogrammé. Je vais me reposer un peu. Là, on va rentrer sur le Ramadan, comme vous le savez. Ouais. Donc, je vais me concentrer sur ma religion et puis on va revenir fort très prochainement. Ça marche. Bah écoute, grosse force à toi, Reda. Si t'es de passage sur Paris, t'es le bienvenu, tu le sais déjà. Et grosse force. Et gros soutien également à Nessim en espérant que la blessure se remette vite. Vous nous avez fait un spectacle de ouf au PEF, le PEF sur RMC Sport, ratez pas ça. Ils reviennent à Paris au mois d'avril avec une très belle carte. Merci Reda, bonne soirée, repose-toi bien. Merci d'être resté aussi tard aussi. Non, pas de souci, c'est normal. Merci, ciao. Les gars, je pense qu'on a fait le tour. On aura du judo, bien évidemment, bientôt sur RMC Sport. Vous le savez, le judo qui est arrivé. Restez branchés sur nos réseaux sociaux. Le Grand Slam de Tashkent du 28 février au 2 mars. À suivre sur RMC Sport 1, plusieurs fenêtres, vendredi, samedi, dimanche. Merci Reza d'être venu. Merci pour l'invitation. Ouais, j'ai kiffé. Bah écoute, on parle sport de combat, donc on est bien. Tout va bien. On revient bientôt parce qu'il y a peut-être un risque qu'on ait du Gervonta Davis sur MC Sport ou des choses comme ça. Donc j'espère que tu feras le plaisir de revenir. Tu me tiens au courant. Y a pas de problème. On m'a fait kiffer. Faudra aussi qu'on fasse un petit peu, qu'on prenne un peu la manette. Il y a des gens, ils veulent te défier ici, ils sont fous. Ah ouais, non, faut pas faire faut pas faire ça. Faut laisser chacun dans sa discipline. Les gens, ils ont voulu défier Prince, après ils ont pris des patates. Mais c'est ça le problème, tu vois. Faut le laisser, tu vois, lui, il est champion, laissez-le. Prince, on fait nos trucs. Merci d'être venu. Merci à toi. On espère, quand tu veux aussi, une annonce de combat ou autre chose, venir nous faire profiter de tes lumières sur un octagone, aux commentaires ou autre. Avec plaisir. T'es toujours le bienvenu, en tout cas on te suit du côté d'Hexagone MMA. On veut ce combat face à Boulox, les frères Pourru, faites quelque chose, je ne sais pas comment vous faites, mais on a envie de voir ça. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en live dans le chat. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, et puis sinon les replays, ils sont découpés sur YouTube. Mettez un maximum de likes, des commentaires pour booster le référencement et passez une excellente semaine sur la planète combat. Ciao à tous.